Bienvenue dans cette exploration de l'archipel des Comores, un joyau de l'océan Indien composé de 4 îles principales. Grande Comore, Moélie, Anjouan et Mayotte. Moroni, capitale de l'Union des Comores, perchée sur la côte ouest de Grande Comore face aux vagues de l'océan Indien. Moroni, dont le nom signifie « au cœur du feu », tire son origine du volcan Karthala qui domine fièrement l'île. Cité chargée d'histoire, elle fut autrefois un port swahili prospère, carrefour des navigateurs venus d'Afrique, du monde arabe et d'Asie. Le cœur de Moroni bat autour de la Médina et de la célèbre mosquée du Vendredi, en pierre blanche tournée vers la mer. Ici, tradition et modernité se croisent entre les marchés animés, les pêcheurs du port et les bâtiments administratifs du pays. Capitale politique et économique. Les Comores sont situées entre Madagascar et la côte est de l'Afrique. Ces îles offrent une richesse culturelle et naturelle remarquable. Chacune d'entre elles a sa propre identité. Grande Comore est dominée par le majestueux volcan Karthala. Moélie est l'île sauvage est la plus petite et la plus préservée des îles de l'Union des Comores. Ici, la nature est reine. Moélie abrite le premier parc marin de l'Afrique de l'Est, sanctuaire pour les tortues marines, les dauphins et les baleines à bosse. Loin du tumulte, Moélie vit au rythme des villages paisibles, des marchés colorés et des traditions ancestrales. Sa population, accueillante et fière, perpétue un mode de vie simple entre mer et montagne. Moélie, c'est l'âme écologique des Comores, une île discrète mais d'une beauté rare qui invite au respect et à l'émerveil. Anjouan, l'île au parfum. Ce petit joyau montagneux est le cœur battant de la culture comorienne, petite par la taille mais immense par l'âme. Sur l'île d'Anjouan, il existe une route qui semble défier le temps et les montagnes. C'est la route de Moya, l'une des plus spectaculaires et symboliques de l'archipel. Elle serpente entre falaises abruptes, plantations verdoyantes et villages suspendus.
Chaque virage offre un panorama inattendu entre mer profonde et crêpes escarpées. Mais l'un des trésors les plus étonnants de cette route, c'est le tunnel de Moya, creusé à la main dans la roche volcanique. Sans engin moderne, ce tunnel est le fruit d'un travail titanesque. Réalisé dans les années 90 par des habitants motivés, parfois avec de simples pioches, il incarne la détermination, la solidarité du peuple anjouanais. Le tunnel relie les régions isolées du sud de l'île de Moya. Pour les Anjouanais, ce tunnel n'est pas juste un passage, c'est un symbole de volonté, d'unité et d'intelligence collective. Dans le silence des plantations encore humides de rosée, les femmes, voilées de tissus colorés, avancent lentement entre les rangs d'ylang-ylang, dont les fleurs jeunes tombent presque en offrande. Elles les cueillent avec douceur comme on récolte un trésor. Ces fleurs, emblèmes de l'île, sont distillées sur place. Leur essence parfumée partira vers Grasse, Paris ou Dubaï, pour intégrer les fragrances les plus célèbres. Mais pour les Anjouanais, l'ylang-ylang n'est pas seulement un produit d'export, c'est une fierté, un savoir-faire transmis de mère en fille et de père en fils. Mayotte, île de l'archipel des Comores, située à l'extrême sud entre l'Afrique de l'Est et Madagascar. Depuis 2011, elle est devenue un département français, mais elle reste profondément mahoraise. Ici, la modernité côtoie les traditions et la nature règne encore en maîtresse. Le joyau de Mayotte, c'est son lagon, l'un des plus vastes et des mieux conservés au monde. Il s'étend sur plus de 1500 km², ceinturé par une double barrière de corail, un sanctuaire de biodiversité unique dans tout l'océan Indien. Sous la surface, un monde silencieux, fragile et d'une beauté saisissante. Toute verte, dauphins, raimentas, baleines à bosse en migration. Et parfois, l'ombre majestueuse du requin-baleine, le plus grand poisson de la planète. Mais ce lagon n'est pas seulement un décor, c'est une source de vie. Il nourrit les habitants, protège les côtes contre l'érosion et attire chercheurs, plongeurs et amoureux de la nature. Au cœur de l'océan Indien, l'histoire des Comores est marquée par les grandes routes maritimes et les ambitions coloniales. Dès le XVe siècle, les îles sont un carrefour stratégique convoité par les navigateurs portugais, arabes et omanais. En effet, bien avant l'arrivée des Européens sur les terres africaines, l'archipel des Comores est déjà un carrefour incontournable du commerce maritime. Depuis des siècles, les boutres arabes sillonnent l'océan Indien, portés par les vents de la mousson. À bord, tissus, encens, perles, épices, porcelaine venue de l'Inde ou de la Perse. En échange, les Comores offrent leurs trésors, clous de girofle, copra, bois précieux et surtout l'hospitalité de leur port naturel. Et puis nous avons rencontré le prince royal de la Grande Comore, Saïd Hussein, ben sultan Saïd Ali. Je fais la guerre 14-18 et 39 où je me suis engagé. À 52 ans, j'ai fait créer le bataillon comorien qui existe jusqu'à présent. Je suis français, du Caire. Et je suis né français, je suis français, je mourrai français. Mais c'est au XIXe siècle que l'histoire bascule. La France impose progressivement sa domination sur l'archipel. Anjouan est la première à passer ce protectorat en 1886. Suivent Moïli puis Grande Comore. En 1912, les Comores sont officiellement rattachées à Madagascar, colonie française.
Face à cette domination, des figures de résistance émergent. Parmi elles, le sultan Saïd Hussein ben Sultan Saïd Ali, souverain de Grande Comore, incarne la lutte pour l'indépendance et la dignité. Refusant la soumission, il s'oppose aux habits coloniaux, défend la souveraineté de son peuple et laisse une empreinte durable dans la mémoire comorienne. L'histoire coloniale des Comores est faite de tensions, de résistance, mais aussi d'échanges. La langue française s'impose, les structures administratives changent, les cultures se mêlent, sans jamais effacer l'identité profonde de l'archipel. Ce passé complexe a forgé une conscience nationale. Il nourrit encore aujourd'hui les aspirations d'unité, de justice et de souveraineté des Comoriens. Comprendre cette histoire, c'est saisir les racines du présent et mieux préparer l'avenir des îles de la Lune. Située entre terre et mer, entre histoire et modernité, cette île volcanique dévoile une beauté brute, envoûtante, parfois secrète, en jouant l'une des perles de l'archipel des Comores. Parmi les trésors de l'archipel comorien, l'ylang-ylang occupe une place de choix. Cette fleur au parfum envoûtant, cultivée principalement en juin et utilisée dans les plus grands parfums du monde. Les Comores figurent parmi les premiers exportateurs mondiaux de son huile essentielle. À Anjouan, il a un parfum que le vent transporte depuis les collines jusqu'au rivage, celui de l'ylang-ylang, fleur étoilée aux pétales jaunes au cœur de l'identité comorienne.
Mais derrière cette senteur mondialement connue, il y a des visages, des gestes, des vies. Ce sont celles des femmes donjons, gardiennes silencieuses des narres ancestrales. Une fois les paniers remplis, la seconde étape commence, la distillation. Dans des alambics artisanaux chauffés au feu de bois, les fleurs livrent leur essence. Un liquide doré, précieux, surnommé ici l'or d'Anjouan. Une goutte de cette huile peut parfumer un monde. La cueillette commence dans le silence. Avec patience, elle détache chaque fleur sans brusquer la branche. Car la fleur d'ylang est fragile, elle ne supporte ni le retard ni la négligence. Le beau moment, c'est juste après l'aube, quand l'arôme est à son apogée. À ce propos, dans les plus grandes maisons de parfums à Paris, à Londres ou à Dubaï, cette essence est utilisée pour créer des fragrances de luxe. Mais souvent, le nom d'Anjouan n'est jamais cité, alors que ce sont ces femmes, ces invisibles, qui font vivre la magie. Mais l'ylang-ylang, ce n'est pas qu'un commerce, c'est une culture, un lien intime entre la nature, le travail et la mémoire. Les chants traditionnels accompagnent parfois les longues heures de récolte. Les jeunes filles regardent, imitent, apprennent. Et peu à peu, la cueillette devient un rite de passage, un héritage vivant. L'ylang-ylang aussi rythme la vie sociale. Il parfume les vêtements, les cérémonies, les offrandes. Il est omniprésent dans les grands mariages où les femmes se parent de parfums avant d'entrer dans la danse. Le grand mariage, ou en shikomori, bien plus qu'une union entre deux personnes, c'est un rite de passage, un événement social majeur qui engage l'honneur d'un homme, la fierté d'une famille et l'équilibre d'un village. Les femmes y jouent un rôle central. Elles organisent, chantent, habillent, transmettent. Elles sont les gardiennes de la mémoire, les porteuses de sens. Le grand mariage, c'est aussi un dialogue entre générations. Les anciens y voient la continuité des valeurs, les jeunes un lien vivant avec leur identité. Mais attention, le grand mariage ne se décide pas à la légère. Il se prépare souvent pendant des années, parfois toute une vie. Il représente l'accomplissement social ultime pour un homme comorien, devenir mrunzima, un homme respecté, consulté, écouté dans les affaires de la communauté. Mais derrière ce titre se cache une organisation complexe, mobilisant toute la famille, les voisins, les amis proches et lointains. On économise, on planifie, on rassemble, car le grand mariage, c'est aussi un acte de générosité collective. La cérémonie dure plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. On y sacrifie des bœufs, on cuisine jour et nuit. Les repas se multiplient, les tenues traditionnelles brillent sous le soleil. Chaque jour a son lot de danses, de discours, de prières, de chants traditionnels appelés shegri. Mais le grand mariage, c'est aussi une épreuve. Le coût est élevé, les pressions sociales fortes. Certains s'endettent, d'autres renoncent. Aujourd'hui, la jeunesse interroge ce modèle. Faut-il l'adapter, le simplifier ou le préserver tel quel? Tant malgré les débats, le grand mariage reste un pilier, un moment où l'individu s'inscrit pleinement dans la communauté, où tradition, foi, fête et fierté se rencontrent dans une célébration unique au monde. Aux Comores, principalement à la Grande Comore, le grand mariage n'est pas une fin, c'est un commencement, celui de la reconnaissance, de la maturité et du lien indéfectible entre l'homme et son peuple. In fine, ces pratiques culturelles, empreintes de spiritualité et de convivialité, témoignent d'un attachement profond aux coutumes ancestrales. Elles jouent aussi un rôle économique important, soutenant l'artisanat, la gastronomie et les services locaux. L'archipel allie ainsi savoir-faire, tradition et développement local dans un modèle unique en son genre. Les Comores abritent une biodiversité exceptionnelle. Sur terre comme en mer, l'archipel offre un spectacle permanent de vie. Le volcan Karthala, sur le Grande Comore, est l'un des plus grands volcans boucliers actifs au monde. Il façonne un paysage impressionnant, propice à la randonnée et à l'agriculture. Comores, chaque plat raconte une histoire.
Ici, la cuisine est un art de vivre, un mélange raffiné d'influences africaines, arabes, malgaches et indiens. Le riz, la noix de coco, le manioc et la banane verte sont la base du quotidien. Le plat emblématique, le pilau, un riz parfumé aux épices, souvent accompagné de viande ou de poisson. Autre incontournable, le madaba, un plat de feuilles de manioc mijoté au lait de coco. Les épices comme le clou de girofle, la cannelle ou la cardamome parfument généreusement les mets, reflètent le métissage culturel de l'archipel. Et pour finir, en douceur, beignets de banane, jus de mangue ou confiture maison, souvent partagés lors de grandes cérémonies comme le grand mariage. Aux Comores, la gastronomie, c'est le goût de l'accueil, de la fête et du partage, une invitation à savourer l'âme d'un peuple. Lakini utitia